142 cas confirmés, 28 décès, 50 guéris. C'est par ce bilan que nous allons commencer l'Info 7 ce dimanche. Le Covid-19, eh bien, nous y sommes encore. Cette pandémie, mesdames et messieurs, est encore dans nos murs. Et pour ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir Roby Kainga, porte-parole du parti Autre Vision du Congo. Et avec lui, comme à l'accoutumée, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec vous, de vous retrouver, Roby Kainga. Maître Roby Kainga, je précise. Merci beaucoup, madame. Comment se porte le parti Autre Vision du Congo? Non, le parti se porte à merveille. Nous sommes en train de plater les partis. Nous avons ouvert les portes pour les adhésions massives. Non, j'ai vu ça. Oui, donc nous sommes en train de faire un travail de terrain. Mais je crois qu'avec les mesures restrictives de liberté qui ont été prises, nous ne savons pas continuer à implanter notre parti. Si je ne me trompe pas, j'avais vu Andy Bemba, c'est lui qui a adhéré à votre parti. Oui, beaucoup d'autres personnes adhèrent, ils ont compris la vision, parce que nous nous appelons Autre Vision du Congo. Il y a Andy Bemba qui est arrivé aussi, qui apporte sa touche au sein du parti. Le parti est largement ouvert à tout le monde. Largement avec tout le monde, l'idéologie est là, et donc avec notre autorité morale, son excellence Didier Boudimbo, donc nous sommes en train de travailler pour l'implantation du parti. Et les portes sont grandement ouvertes. Même vous, madame, vous êtes serrée la bienvenue. Journaliste de la politique. Peut-être quand je me lancerai dans la politique active, on verra, d'ici 2023. Les dés sont jetés. Alors, Roby Kainga, question peut-être un peu indiscrète. Je sais que vous travaillez dans le bureau ou dans le cabinet du ministre de l'économie. Comment se porte-t-elle? Parce qu'on ne la sent plus, on ne la voit plus, elle ne parle plus, elle n'est plus présente, même dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Et beaucoup disent qu'elle n'est véritablement pas guérie du tout, parce qu'on ne la voit pas. Non, madame, d'abord nous bénissons Dieu, parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons à la parole de Dieu. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour la bonne santé qu'il lui a accordée. Vous savez que cette femme est sortie d'une preuve très très difficile. Et au moment où elle est sortie de cette épreuve, elle a perdu des généraux, elle a perdu des gens autour d'elle, du cabinet, des gens très proches. Mais elle trouve une situation économique aussi en déséquilibre total. Elle s'y est mise au travail. Madame, nous travaillons déjà. Au ministère de l'économie, nous travaillons déjà. Elle a parlé dans des médias pour dire aux gens qu'elle était guérie. Les attestations de l'INRB ont été produites à cet effet. Attestation médicale. Attestation de guérison en fait. Je ne sais pas comment on a appelé ça, mais au moins la preuve qu'elle a été totalement guérie du coronavirus la preuve a été produite. Et aussi, madame, elle a demandé au peuple, elle a fait une vidéo dans laquelle elle demande à la population de se protéger contre le coronavirus, et ça passe actuellement en boucle dans plusieurs chaînes et même dans les plateformes. Maître Roby Kainga, vous avez dit que vous travaillez, mais aujourd'hui je me suis réveillée, merci actualité.cd, avec une photo qui m'a fait comme un flash. Le dollar aujourd'hui est à 1811 et à Lubumbashi on m'a dit c'est 1830 francs congolais, $1. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous cette flamme? Vous allez mettre tout ça au dos du coronavirus aujourd'hui? Bon, madame, vous avez suivi la réunion de la conjoncture, même le rapport avec le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a dit que le corona jouait un impact. Les devises, nous les importons. Les devises ne viennent pas d'ici. Et vous savez qu'il est demandé à tous les importateurs, et même certaines sociétés qui vont acheter les matériaux à l'extérieur de notre pays, de ramener 30% des dollars de l'argent qu'ils vont dépenser à l'extérieur. Et donc, maintenant qu'on exporte presque plus, qu'on ne fait pas ces transactions financières, on peut avoir un problème de dépréciation monétaire. Et ça, même la réunion de la conjoncture avait évoqué ça. Et madame, il faut que le peuple congolais le sache. Nous sommes dans une solidarité gouvernementale, mais on doit savoir les attributions de chaque ministère. Nous ne gérons pas les taux de dollars. Nous ne gérons pas les taux de dollars. Le ministère de l'économie ne gère pas les taux de dollars. Oui, c'est vrai. Nous sommes un ministère qui est au centre de tout le monde. Mais le taux de dollar est fixé par la Banque centrale et le ministère des Finances. Ce sont eux qui fixent les taux de dollars. Ce n'est pas le ministère de l'économie. Ça, c'est une vérité que le peuple doit savoir. Mais parce que tout s'englobe la situation économique du pays, et nous sommes obligés parfois d'y répondre et d'y veiller. Donc, la dépréciation monétaire, vous avez suivi le rapport
des ministères, vous avez suivi le rapport de la conjoncture, il est noté noir sur blanc, parce qu'il y a eu un moment où le dollar était un peu stable. Même si c'était à 1700, mais c'est resté pendant plusieurs mois. Il n'y a pas eu hausse de dollar. À 1700, on est resté là pendant plusieurs mois. Donc cette augmentation ne peut se justifier qu'avec cette situation de crise. Une dernière question pas de curiosité, mais les faits sont là aussi. J'ai lu aussi en venant travailler, parce que nous lisons beaucoup pour vous informer, mesdames et messieurs. Et une nouvelle taxe sur le téléphone portable. Quelqu'un m'a dit, mais posez un peu la question à Maître Roby Kainga. C'est quoi cette taxe sur le téléphone portable? Cela dépendra du téléphone portable que vous possédez. Si vous avez par exemple un iPhone 11 Max, Pro Max, donc vous allez peut-être payer plus cher par rapport à quelqu'un qui a un techno comme moi, quoi, un pauvre petit techno. Pourquoi cette taxe sur les téléphones portables? Madame, ce que le peuple congolais doit savoir, qu'il ne peut pas exister une taxe au Congo s'il n'y a pas une loi. Et donc, ceux qui parlent qu'il y a une nouvelle taxe, il faut qu'il y ait une loi qui institue cette taxe. À ma connaissance, il n'y a pas cette loi. Donc, si quelqu'un a écrit ça, qu'il donne la loi, les références légales. Parce que le droit congolais est clair. Et la Constitution, et même l'ordonnance portant nomenclature de taxes redevables à l'autorité centrale, c'est clair qu'on ne peut pas instituer une taxe au Congo s'il n'y a pas une loi. Alors, s'il y a une loi qui institue cette taxe, madame, là, on sera obligé de poser la question à nos députés pourquoi ils ont fait ça. Mais que je sache, cette législature n'a pas voté cette loi. Alors, et donc, ce sont des choses que les gens écrivent voilà, comme ça. Ayez vos apaisements. Donc, il n'y a pas encore une taxe, peut-être une loi sur la nouvelle taxe sur les téléphones portables. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, le premier condensé, évidemment. Ce condensé a trait au coronavirus. Nous allons parler un peu de cette pandémie et évidemment l'audience qu'a accordée le président actuel au président honoraire. La situation qu'ils ont évoquée, le Covid-19 aussi, et bien sûr bien d'autres sujets ont été évoqués lors de cette rencontre au sommet. Le nombre de cas confirmés du coronavirus n'est fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. À en croire le comité multisectoriel chargé de la pandémie du Covid-19, 18 nouveaux cas ont été enregistrés dans la capitale et on parle aussi de 8 personnes guéries. Depuis le début de la pandémie, déclaré le 10 mars de l'année en cours, le bilan actuel fait état de 350 cas confirmés, 25 décès et 35 personnes guéries du Covid-19. Selon les comités multisectoriels de la riposte contre la pandémie, 90 cas suspects sont en cours d'investigation. L'équipe de la riposte indique également que 190 patients sont en bonne évolution et aucun décès n'a été enregistré parmi les nouveaux cas confirmés. À noter que la République démocratique du Congo ne cesse de multiplier des stratégies pour stopper la contamination de la pandémie, d'où le renforcement des mesures préventives pour barrer la route au Covid-19. Notons aussi que 22 513 cas de cette maladie ont été déclarés en Afrique selon les centres de la prévention et les contrôles des maladies de l'Union africaine. Cette pandémie a coûté la vie à 1126 personnes sur le continent. Résidence présidentielle de la cité de l'Antsélé. L'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, y est attendu. Le Raïs va avant toute chose observer le geste de barrière et ensuite bénéficier de l'hospitalité de son successeur. Avant d'ouvrir le débat, les deux personnalités vont observer une minute de silence en mémoire de victimes du Covid-19. Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange vont ensemble évaluer la situation depuis l'apparition de la maladie en République démocratique du Congo. L'impact socio-économique de cette pandémie et les conséquences en perte en vies humaines ont été relevés lors de ces échanges. Ce tête-à-tête a été également une occasion pour le chef de l'État de remercier le Raïs pour avoir mis à la disposition du gouvernement provincial du Sud Kivu l'hôpital Maman Sifa de Makobola. Il a aussi salué l'engagement de l'autorité morale du FCC dans la lutte contre le Covid-19. Les deux personnalités ont invité la population au respect des mesures préventives et de gestes de barrière. Cohésion nationale et unité du peuple congolais contre le coronavirus. Voilà le dernier message de Fachi et du Raïs aux Congolais. Maître Roby Kainga, les chiffres que notre excellente consoeur a présentés n'est pas vraiment
ce que nous avons ce dimanche, je l'ai dit à l'ouverture, 442 cas confirmés, 28 décès, 50 guéris. C'est toujours en nette augmentation chaque jour. Et cette population se pose la question, et beaucoup doutent toujours, hein, parce qu'ils se disent que quand on voit sous d'autres cieux, en France, aux États-Unis, ailleurs, on voit les malades. On voit les malades dans les hôpitaux, on voit comment on les soigne. Mais pourquoi chez nous, il y a comme un genre de blackout par rapport aux malades du Covid-19 ? Pourquoi on ne les voit pas dans les hôpitaux? Pourquoi on ne les voit pas? Ceux qui guérissent, à part peut-être la Madame Akassia, c'est une courageuse. Vraiment, elle a osé dire qu'elle avait ça et qu'elle est guérie. Mais pourquoi aujourd'hui, certaines personnes ont honte de parler du Covid-19, s'ils ont été atteints, s'ils sont guéris? Pourquoi ce blackout? Non, mais c'est le travail du comité de riposte qu'ils doivent faire. Ils doivent sensibiliser la population, leur montrer effectivement que la maladie existe et qu'elle est réelle. Mais il faut des preuves, il faut qu'ils voient les malades. Aussi, mais effectivement, on madame. On peut parler comme ça, mais si, il n'y croit pas. Madame, vous avez souligné le travail qu'a fait madame la ministre. Je vous ai dit qu'elle a même fait une vidéo qu'elle a postée dans laquelle elle demande aux gens de prendre au sérieux la maladie. Vous voulez que l'on fasse quoi encore de Comment plus? mettre les malades, par exemple, dans les hôpitaux, comme on les fait ailleurs? Peut-être que ce sera un choc psychologique pour dire aux gens, voilà, ça existe réellement, c'est pas de la blague. Mais lorsque madame le ministre, par exemple, Akassia, vous dit que moi j'ai été atteinte de la maladie et je suis guéri, mon grand frère est décédé de cette maladie, ma grande soeur est décédée de cette maladie, pourquoi la population ne peut pas écouter? Et aussi la population doit écouter ce que ses responsables lui disent. Le docteur Mouyembe n'est pas politicien, c'est un scientifique. Lorsqu'il vous dit que la maladie existe, et aussi il y a le travail de nos médias. Que font nos médias aussi, privés, que vous êtes? Est-ce que vous êtes allés aussi récolter les témoignages de ceux qui sont sur les lits des hôpitaux? Quel est le média qui a osé le faire? Il n'y a aucun média qui le fait. Vous voulez que tout soit fait par l'État congolais, alors que les médias aussi vous existez. Les médias privés ne le font pas. À part tout ailleurs, quand on voit les images là, ce ne sont pas les médias de l'État qui le font. Même les médias privés, ils vont chercher l'information. Ils appellent, ils vont chercher l'information. Qui est allé voir Madame Akassia pour lui poser la question? Qui de tous nos médias ici? Personne. Qui est allé la voir pour lui demander, Madame, comment vous avez, est-ce que cette maladie est vraie? Et qui est allé vers elle? Alors qu'elle-même déjà a montré un esprit d'ouverture. Il n'y a pas que elle, il y a Monsieur Vidier Timanga qui l'a fait aussi. Qui est allé avec sa caméra pour lui dire, écoutez, voilà le peuple congolais, il est là, il était malade, voilà. Madame Akassia est passée même dans les émissions telles que Bossolo, politique, qui sont des émissions que les Congolais suivent. Elle est passée, elle a parlé. Et non, les médias ne font rien. Le comité de riposte doit impliquer les médias aussi. Mais c'est ça aussi la grande question. Doit impliquer les médias. Mais les médias aussi, vous avez le droit d'aller chercher l'information. C'est aussi votre prérogative. Même si on ne vous implique pas. Mais les médias vont chercher l'information. Tout ce que vous faites fuiter là, vous les médias, est-ce qu'on vous implique pour avoir ça? Les informations à la présidence, du chef de l'État, tout ce que vous avez comme information, on ne vous le donne toujours pas. Vous savez comment vous faites pour les médias, vous cherchez l'information, vous êtes des chasseurs des informations, vous savez comment vous le faites. Faites-le aussi pour le corona, pour le salut de votre population. Non, on peut bien le faire. Hein. Nous, Congo Web, on peut bien descendre à Mamayemo, par exemple, mais et si Mamayemo nous porte plainte, vous avez vu avec Karmapa, là, si on démontre, par exemple, l'insalubrité de l'hôpital Mamayemo, ben Mamayemo va nous porter plainte. Bon, en fait, elle a fait avec Karmapa. Hein. Ah bon, vous allez pour monter l'insalubrité dans Mayemo ou bien pour le côté. On peut faire le tout. Mais si les malades sont, par exemple, mal casés, mal soignés, même pas, il n'y a même pas un équipement digne par rapport à ces malades. Si on montre ça, par exemple, et Mamayemo nous porte plainte, par exemple, non, madame, qu'est-ce qu'on va faire? La situation de Corona a montré la faiblesse de notre système sanitaire. C'est partout dans le monde. Hein. C'est partout dans le monde. Oui, c'est partout dans le monde, mais notre système a montré vraiment ses limites à la première occasion. Parce que même la France, mise à nu, donc c'est connu. Nous avons hérité d'un système sanitaire qui est à terre. Ça, ce n'est qu'un secret pour personne. Quel est l'hôpital que nous avons que nous avons trouvé avec des respirateurs? Il n'y en a pas. Quel est cet hôpital qui est capable de prendre en charge des malades de coronavirus? Il n'y en avait pas. C'est maintenant qu'on est en train d'équiper nos hôpitaux pour ça. Donc c'est ici l'occasion de voir l'héritage que le gouvernement le pouvoir Tshisekedi a hérité. Nous avons hérité un pays qui est totalement par terre. Un pays qui n'avait rien. Même le système sanitaire. On a eu un éléphant blanc de cinquantenaire ici.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a presque rien. Mais et oui, donc, nous avons hérité un système sanitaire qui est totalement à genoux, totalement down, et nous savons que maintenant, il y a un travail qui doit être fait. Le travail qu'a fait Karmapa, vous savez, il faut qu'on dise aux Congolais aussi la vérité. Lorsque vous dénoncez des choses qui ne sont pas vraies, les autres ont le droit d'aller en justice. Lorsque vous dites des choses qui sont vraies, vous allez les démontrer aussi. Encore que l'infraction, je ne connais même pas pour l'infraction pour laquelle il est poursuivi, je ne sais pas jusque-là, c'est vous qui m'informez qu'il y a une plainte contre lui. Mais si Maman Yemo sent que dans ce qu'il a dit, il y a eu des faussetés, il y a des défauts parce que moi j'ai suivi un extrait, il dit si je suis malade, ne m'amenez pas là-bas, on risque de me donner un médicament fabriqué avec les bikedi et tout ça. Ça c'est quand même très grave. On risque de me piquer de la quinine fabriquée avec le concept de manioc. Simplement, c'est un peu imagé pour dire du placebo, tout simplement. Oui, mais écoutez, mais vous savez qui suivent ces gens-là? C'est pas vous et moi. Le placebo que vous utilisez là, c'est pas la maman d'Engaba qui connaît le placebo, qui sait que non, c'est pas il est en train d'ironiser, il exagère un peu et tout ça. Moi, je comprends qu'il veut tout simplement dire qu'il y a le pharmapoche, quelque chose comme ça. Ce sont des médicaments qui ne sont pas, on ne sait pas si les médicaments sont... Tout ça, on ne sait pas et tout ça. Nous, on peut le savoir. Mais tout ce monde-là qui pourra suivre Karmapa, vous savez, même les gens ne savent pas ce que c'est confinement. Les gens ne savent pas. Alors, quand vous leur dites ça, ils disent non, à maman, il y a fabriqué avec des concepts de manioc. Ça risque de rester dans la tête des gens. Donc, je crois qu'il y a des choses qu'on ne doit pas exagérer aussi. Et puis, la circonstance ne s'y prête pas. La circonstance ne s'y prête pas. Vous avez dit que vous avez hérité d'un chaos, d'une situation assez chaotique. C'est vrai, 18 ans de kabylisme, c'est pas du tout agréable selon vous, mais c'est votre partenaire, que voulez-vous. Vous travaillez ensemble, d'ailleurs nous avons vu l'actuel chef de l'État qui a reçu l'ancien et qui l'a remercié d'ailleurs parce qu'il a mis au service du peuple l'hôpital Maman Sifa de Makobola. Alors, ces rencontres entre les deux chefs d'État, est-ce que pour vous, elle est vraiment positive aujourd'hui? Toutes ces rencontres, à chaque fois qu'il y a une grande situation ou il y a une situation assez préoccupante, est-ce que ces deux autorités morales doivent impérativement se voir? Oui, madame, je trouve que c'est une situation que le peuple congolais doit trouver comme étant normale. Normal parce que nous avons accepté. Vous le dites, madame, c'est vrai, je vous l'ai toujours dit sur votre plateau, je le répète encore. Notre coalition n'a jamais été quelque chose de cœur. C'est pas que nous nous sommes mis avant les élections, voilà, nous irons en coalition gouvernementale avec le FCC. Ça n'avait jamais traversé notre pensée. Ça n'avait jamais traversé notre idée. Mais ils ont fait, peut-être pour obtenir cette majorité mécanique comme on peut la trouver, mais nous sommes respectueux de la Constitution. Parce qu'ils ont la majorité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons accepté d'aller avec eux en coalition. Alors, mais il s'avère que nous, dans la coalition, nous avons deux leaders. Un, il est chef de l'État, l'autre est leader un ancien chef d'État, mais qui est leader d'une plateforme qui a plus de députés, qui est plus majoritaire au Parlement. Et nous avons coalisé nos forces. Quoi de plus normal que nous puissions qu'ils puissent se rencontrer pour discuter non seulement des questions brillantes de l'heure, mais aussi des questions brillantes de la coalition. Encore que, n'oubliez pas que notre interlocuteur, notre partenaire a fait 18 ans au pouvoir. Et donc, c'est toujours important aussi, madame. C'est pourquoi vous voyez même votre profession en train de mourir, parce que les jeunes ne viennent pas s'inspirer de vous. Si les jeunes pouvaient quand même venir de temps en temps aussi, s'inspirer de votre travail, comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes, comment vous avez fait 20 ans, 30 ans de carrière, et vous avez gardé toujours le cap, comment vous avez fait, ça permettra qu'il y ait eu une bonne relève. Mais quand les jeunes, il y a eu des générations spontanées qui s'improvisent, c'est là qu'il y a un problème. Nous avons un président de la République qui a fait 18 ans, qui est en vie, et donc il est tout à fait normal que le chef de l'État... Comment expliquer, Maître Roby, moi j'ai un public assez large, moi je ne suis pas pour dire qu'il y a un public élitiste, moi j'ai un public assez large. Comment expliquer à une fille, par exemple, ou à une jeune dame, ou à un jeune garçon, parce que selon l'opinion, nous suivons aussi ce que dit cette opinion, qu'à chaque fois, le président de la République actuel reçoit des injonctions de l'ancien. Comment démentir cette information au public, dire à ce public-là qui nous suit aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, ce n'est pas pour des injonctions, c'est simplement pour parler. Non. Comment faire passer ce message à la tête d'un jeune Kinois qui dit non, c'est faux, c'est pas ça. Il reçoit toujours des injonctions de Joseph Kabila. Il faut savoir qu'est-ce qui lui fait dire ça.
Quels sont les faits concrets qui lui fait dire Par que le chef de exemple, l'État... mettons pratiquement, s'il y a par exemple une grande nomination, par exemple, ils se rencontrent et 2 jours, 3 jours après, nomination. Changement. Quelque chose comme ça. Et les gens font la corrélation entre cette rencontre et les décisions qui s'en suivent. Faux ou pas, simple coïncidence. Roby Kayeng a expliqué un peu à cette population qui me suit. Madame, le peuple congolais, je ne pense pas que beaucoup de Congolais sont encore à ce niveau-là. Ok. Votre contact qui vous a dit ça... Pas contact, moi je suis la population. Voilà, cette température de la population. Je vous dis, les gens doivent savoir que dès aujourd'hui et depuis qu'on est au pouvoir, c'est le chef de l'État qui dirige ce pays. Il a nommé, il continue à nommer, il a nommé à la magistrature, il ne s'était pas vu avec Kabila. Okay. Il a nommé. Donc, quand il a nommé à la magistrature, est-ce qu'il y avait une réunion préalable? Il n'y en avait pas. Les gens veulent faire la coïncidence. Vous savez, la garde républicaine, c'est la sécurité privée du chef de l'État. Okay. On garde le chef de l'État. Vous pensez qu'il a besoin que Kabila donne les injonctions pour nommer quelqu'un qui doit le sécuriser, lui? Vous savez vraiment. Et pourquoi il n'a pas laissé celui qui était là? Parce que dites à la population que celui qui était là, le général Ilunga, était nommé par Kabila. Et pourquoi quelqu'un ne l'a pas gardé? Si réellement c'est Kabila qui donne des injonctions, pourquoi a-t-il décidé de le remplacer par quelqu'un d'autre? Pourquoi? Alors c'est que ça veut dire qu'il n'était pas d'accord ou bien il a voulu mettre quelqu'un sur qui il a beaucoup plus confiance. Merci beaucoup. Et donc le message est passé. Nous allons aller à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, cette semaine. Il y a eu l'adoption de la loi par rapport à la prorogation de l'état d'urgence. Il y a eu beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts par rapport à cette histoire. Et évidemment, il y a eu dépôt de plainte contre le président. Il y a un dépôt de plainte contre M. Tambo Mamba, qui est président du Sénat. Nous allons en savoir un peu plus, comme ça. J'ai un juriste avec moi. Nous allons un peu décortiquer cet état de choses. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. L'affaire a été portée ce mardi devant la Cour de cassation par la plateforme politique Le Changement en Marche. L'allié du parti présidentiel attend voir le président du Sénat répondre devant les cours des tribunaux de ces escalades verbales à l'endroit du président de la République, ont démontré ce mardi au cours d'un point de presse le responsable des partis politiques autour du LTM. Dans sa mercuriale du 3 novembre 2007, lors de la rentrée judiciaire, le procureur général de la République près la Cour suprême de justice de l'époque avait exposé la notion de l'offense au chef de l'État. Il s'agit de faits, paroles, gestes de menaces, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité. Or, les propos calomnieux et offensants de l'honorable Alexis Tambo Mwamba sont de nature à ternir l'image du chef de l'État et à le présenter comme irresponsable vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale. Autre fait mis à la charge du président du Sénat, c'est la violation de la Constitution du fait de convoquer les congrès par sa propre initiative, ce qui pousse le membre de la plateforme à croire en une brèche pour faciliter la déchéance de Félix Tshisekedi. Par conséquent, l'honorable Alexis Tambo Mwamba préparait l'opinion nationale et internationale à une éventuelle mise en accusation du président de la République devant le congrès qu'il s'empressait à convoquer conjointement avec sa complice, Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Un rappel, lors de sa sortie médiatique du samedi 11 avril 2020 sur un média de la place, le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, s'était dit surpris de l'ordonnance du chef de l'État, laquelle, selon lui, décrétait un état d'urgence sanitaire de fait, et d'ajouter que ce genre de gaffe ne sera plus toléré prochainement. C'est une plénière tenue dans le respect des règles d'hygiène pour statuer notamment sur la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. La présidente de la Chambre basse a tout d'abord circonscrit le cadre de la reprise de travaux après leur suspension le 18 mars dernier à cause du Covid-19. Ensuite, l'Assemblée a observé une minute de silence en mémoire du député Mukendi Wamulumba, mort des suites de la pandémie. Occasion pour Janine Mabunda de dresser le tableau des dégâts causés par le Covid-19 en RDC et dans le monde, tout en jetant un regard sur d'autres fléaux qui déciment le pays, notamment les pluies diluviennes d'Uvira et l'insécurité au Nord Kivu, dans le Congo central et dans le Haut-Katanga. Notre attention particulière est tournée vers les populations de Songololo au Congo central,
ou encore celle d'Ouvira, qui, elles, ont été victimes de catastrophes naturelles. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Haut-Katanga restent encore en proie à des crises sécuritaires de degrés divers. Nous voulons leur dire ici, au nom de l'Assemblée nationale et de mes estimés collègues, que nous ne les oublions pas. Notre responsabilité de contrôle parlementaire sera aussi de veiller à la bonne application des mesures comprises dans l'état d'urgence sanitaire qui devront être strictement proportionnées, limitées à ce qui est nécessaire et ne devront pas durer indéfiniment. Après examen, la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 15 jours a été votée article par article par les 66 députés présents à cette plénière. Pour rappel, décrété le 24 mars dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à cause du Covid-19, l'état d'urgence expire ce 24 avril à 23h59. Roby Kainga, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est l'actualité de notre pays. Vous êtes juriste, expliquez un peu à cette population, parce qu'il y a une petite confusion. Beaucoup de gens parlent de prolongation et pourtant c'est prorogation. Il y a une certaine différence entre les deux? Bon, cette sémantique n'apporte rien dans la compréhension des faits. Prolongation, prorogation, je crois que c'est juste un jeu de mots qui n'a rien à voir avec les faits. Ça a le même sens. Ça a le même sens en fait. Ça a le même sens. Donc, mais ce sont des termes juridiques. Voilà. Un juriste, c'est censé être à l'aise pour parler de la prorogation. Et non de la prolongation. De prolongation. Voilà. Donc, j'ai suivi aussi ces compatriotes qui ont déposé plainte contre le président du Sénat. Mais je reviens à la phrase que j'ai pu lire de Janine Mabunda qui a dit que le Parlement n'est pas un Parlement debout. Vous avez suivi, une fois il avait dit ça, il a dit, il ne faut pas penser que notre Parlement est un Parlement debout. Là, il faisait allusion à quoi en fait? Et il s'adressait à qui dans cette phrase-là? Vous le savez, à Jean-Marc Kabound. On ne se voile pas la face. Hein. Non, oui, mais le problème... Ici, à Congo, on ne se voile pas la face. Elle s'adressait peut-être implicitement à Jean-Marc Kabound. Mais le problème, c'est que Mme Janine Mabunda ne sait pas comprendre ce que Jean-Marc Kabound est plus proche de la population qu'elle. Vous en êtes sûr, chacun a sa population. Hein. Non, écoutez, Janine Mabunda a été élue aussi, hein, ne vous en faites pas. Personne n'a été élu où? Personne n'a le monopole de la population. Elle a été élue où? Elle a été élue où? Jean-Marc Kabound a été élu ici à Kinshasa. Et Mabunda, et donc, ceux qui ont elle est allée dans son village, je ne sais pas comment ça s'est passé. Là, c'est très péjoratif. Non, j'ai dit qu'elle a été élue dans son village, mais Jean-Marc Kabound a été élu ici à Kinshasa. Donc, c'est pour te dire qu'à Kinshasa, ce ne sont pas des appartenances tribales qui compte, hein. Ici c'est l'objectivité. Vous avez mené quel combat et on vous vote par rapport à votre combat. Et vous savez, les gens continuent à trouver Jean-Marc Kabound comme quelqu'un qui ne comprend rien. Mais alors qu'il a ce qu'on appelle le flair politique. Et il est sorti, il a fait une sortie médiatique qui est totalement réussie par rapport à la sortie médiatique de Alexis Ntambo Mwamba, qui est aujourd'hui poursuivi par nos compatriotes qui ont estimé qu'il devait déposer une plainte contre lui. Et donc, Janine Mabunda ne peut pas dire ça. Nous sommes de ceux qui sont proches de la population. Quand il parle de parlementaires debout, il parle de la population. Et ça, c'est très péjoratif aussi. Alors que les députés sont le représentant de ces parlementaires debout. Alors, vous comprenez comment on peut dénigrer même la population qui vous a voté parce que vous avez développé une arrogance, parce que vous êtes devenu président de l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marc Kabound fait-il de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas une solidarité dans ce bureau-là. Non, Jean-Marc Kabound... Quel est le rôle de Jean-Marc Kabound dans ce bureau-là? S'il doit s'opposer chaque fois aux décisions des membres de son propre bureau. Non, mais lorsque un président d'une grande assemblée, le Sénat vient du latin, Senatus, qui veut dire l'assemblée des sages. Lorsque le président, en fait, le président de sages du Congo, passe à la télévision, dit que le chef de l'État a pris une ordonnance, un état d'urgence de fait. Alors qu'en principe, il y a une ordonnance qui a décrété l'état d'urgence, et vous voulez qu'on les salue avec gentillesse? Ou qu'on lui dise qu'il a raison? A-t-il réellement tort? Parce que cet état d'urgence de fait, comme l'a dit Sir Ntambo Mwamba,
Mais il faut un cadre juridique pour sécuriser les chefs de l'État. Sinon, les gens disent que nous sommes en train de replonger dans la dictature. Madame, en fait, je ne sais pas, vous êtes juriste, expliquez à cette population, est-ce que c'était un état d'urgence de fait ou un état d'urgence de droit que nous avons fait? On ne peut pas parler d'un état d'urgence de fait quand il y a une ordonnance. Non. L'ordonnance est un acte réglementaire. L'ordonnance est un cadre juridique. C'est un cadre juridique. Donc on ne peut pas parler, il y a une ordonnance, on dit, mais on peut attaquer l'ordonnance, soit pour excès de pouvoir, c'est ça. On estime que le chef de l'État a usé d'un trop plein de pouvoir. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire que légalement parlant, l'état d'urgence est justifié par l'ordonnance. Ça, c'est d'abord sous le principe de droit. Et ça, ce sont les béabas du droit qu'Ntamo Mwamba pouvait connaître, mais nous sommes déçus de constater qu'il n'a pas maîtrisé ça. Et ça, c'est très grave. Lorsqu'il y a une ordonnance, déjà, c'est un cadre juridique. Donc on ne peut pas parler des faits lorsqu'il y a un cadre pourquoi juridique. Le chef de l'État est allé à la Cour constitutionnelle alors? Non, mais si c'était déjà légal, c'était prévu. Madame, c'est clair comme l'eau de roche. Pourquoi il est allé à la Cour constitutionnelle? Je n'aime pas venir dans vos émissions souvent avec la Constitution. Je vais lire cette Constitution aujourd'hui. Je vous en prie. Nous sommes à l'article 145. En cas d'état d'urgence... Donnez-moi, je vais lire, parce qu'on m'a dit peut-être que vous... Ok. Je vous en prie. J'ai beaucoup plus... Article... L'article 145, première et deuxième alinéa. Ok, article 145. En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Remettez-moi ma Constitution. Je vous en prie. Est-ce que le chef de l'État a eu tort de transmettre ces ordonnances à la Cour constitutionnelle? Ce n'est pas... Vous savez, moi j'ai vu des professeurs, ces déclarants de professeurs d'université, du FCC, se disant qu'ils maîtrisent le droit constitutionnel, dénigrant Jean-Marc Kabonde, alors qu'en réalité, le droit est simple. Le chef de l'État est obligé. Madame, nous allons nous arrêter un peu ici. On dit que le chef de l'État a violé la Constitution. Alors que la Constitution lui dit qu'il devait en principe transmettre... En aval, en amont ou en aval, bon le français est un peu compliqué aussi. Est-ce qu'il devait y avoir congrès avant cela? Madame, qu'est-ce qui devait venir avant? L'histoire du congrès n'apparaît pas ici. N'apparaît pas. L'histoire du congrès, c'est le chef de l'État, lorsqu'il veut obtenir la prolongation... C'est là où il y a... Non, il n'y a même pas de congrès. Il demande aux deux chambres séparément de l'octroyer, de proroger, de donner la possibilité de proroger cet état d'urgence. Il n'y a pas d'histoire de congrès. Les deux chambres séparées, non en congrès. Non, mais cette histoire des déchéances du président, ça vient d'où? Ce bruit-là que Tambo Mwamba, lors de ce congrès, devait destituer le chef de l'État. Ça vient d'où? Non, mais vous savez... C'est quelle peur irrationnelle? Non, la peur n'a pas été chez nous. D'abord, moi je vous dis en tant que juriste, vous avez la loi sur la Cour constitutionnelle. La loi est claire. C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit saisir le Congrès pour demander la destitution du chef de l'État. Et le procureur près la Cour constitutionnelle reçoit toutes les plaintes. Lui doit d'abord instruire le dossier avant de saisir les deux chambres. Et donc, il n'y a pas une saisine d'office de la part du Congrès pour destituer le chef de l'État. Non. Même s'il violait la Constitution de manière flagrante. Mais ce n'est pas au Parlement de se saisir d'office et de se destituer. Il faut que le procureur général paie la Cour constitutionnelle, encaisse la démarche et va solliciter auprès du Congrès pour la décision du chef de l'État. Mais ça n'a pas été fait. Nous sommes dans une situation où il ne pouvait rien faire. Mais seulement, nous avons noté que, vous savez, l'un des pères de la négritude disait qu'un tigre ne proclame jamais sa tigritude. Alexis Ntambo Mwamba est passé pour montrer qu'il maîtrisait le droit ou qu'il maîtrisait les choses mieux que le chef de l'État. Est-ce un crime mais en réalité... Est-ce un crime de lèse-majesté de faire passer son opinion par rapport à sa compréhension? Parce qu'on dit que s'il vous plaît, Roby, vous êtes avocat, juriste. On dit que cette science n'est pas exacte. C'est comme la Bible. 1000 interprétations. Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté que Tambo Mwamba ait donné son opinion par rapport à cette question? A-t-il insulté les chefs de l'État par rapport à cela? Tambo Mwamba a commis une faute grave. Ok. Il dit au chef de l'État qu'il a violé la Constitution. Et il dit, avec un air très suffisant, non, voilà, on va faire tout, on va remettre les choses sur les rails. Donc, alors que le chef de l'État n'a observé la Constitution à la loupe. Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté de dire ça? Madame, il ne peut pas dire au peuple congolais que le chef de l'État a violé la Constitution. Donc, vous avez un chef de l'État qui viole la Constitution.
Il est habitué à la version de la Constitution. Il n'avait jamais dénoncé. C'est là qu'il y a le problème. Joseph Kabila a fait 18 ans ici, madame. Vous voulez que je vous énumère de mot à mot les différentes violations de la Constitution par le chef de l'État? Kabila devait partir depuis 2016. Il est parti en 2018. Est-ce que vous avez déjà entendu Tambwe Mwamba piper un mot là-dessus pendant qu'il était avec Kabila? Vous l'avez déjà dit, entendre, me parler même de ça, que voilà, nous avons violé la Constitution, on est allé au-delà de 2 ans. Il avait déjà dit ça. Vous savez que c'est le même Tambwe Mwamba qui nous avait taxé des idiots dans ce pays lorsqu'il était ministre de la Justice. C'est le même Tambwe Mwamba. Vous savez qu'il y a des gens qui doivent quand même avoir le sens de retenue. Tout simplement. Moi, ma crainte n'était pas au niveau de la décision du chef d'État parce que nous sommes dans une situation pratiquement impossible. On ne peut pas le destituer tant que le procureur général de la Cour constitutionnelle n'a pas encadré la demande. Donc nous sommes dans l'impossibilité que cela se fasse. Mais seulement sur le comportement politique déjà. C'est le comportement de l'homme ou le comportement politique entre les deux? Non, mais les deux sont pareils. En fait, l'homme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas assez, donc je ne connais pas assez. Mais je regarde son comportement politique. Depuis sa rébellion jusqu'à aujourd'hui, comment il se comporte. Mais Roby Kayenga, on dit que tout ça, c'est vous les juristes. Parce que vous mettiez cette population dans l'embarras. Aujourd'hui, il y a des juristes FCC et juristes CAGE. Chacun interprète la Constitution de par sa position politique aujourd'hui. Madame, effectivement, ça, c'est un problème. Ça, c'est un réel problème en République démocratique. Un bon juriste, comme le disait le professeur Kalongo Mbikai, le premier réflexe, c'est la loi. On vous a dit que le chef de l'État ne devait pas envoyer ses ordonnances à la Cour constitutionnelle. Je vous ai lu la même Constitution. Elle vous dit que le chef de l'État, dès qu'il décrète l'état d'urgence, il doit envoyer ses ordonnances tout à fait cessantes à la Cour constitutionnelle. Dénicher alors où sont les faux juristes qui sont en train de trouver la population. Ok. Nous allons revenir au Covid-19. Nous allons parler un peu des ports de masques à Kinshasa, hein, parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa a décrété cela, port obligatoire, et sinon vous écoperez d'une amende de 5 000 francs. Et l'invitation du président chercheur congolais, aujourd'hui, son nom m'échappe, mais ça viendra, c'est lui qui a découvert cette... pas breuvage, soyons quand même galants, qui a découvert ce médicament dans la Grande Île, au Madagascar, qui aujourd'hui fait le buzz, hein, il est vraiment connu aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout le monde se pose la question, pourquoi ce médecin congolais n'a pas donné d'abord sa découverte à la République démocratique du Congo, son propre pays. Il a expliqué, il a dit qu'il a essayé d'être en contact avec plusieurs autorités, tant politiques et sanitaires, en République démocratique du Congo, et que sa démarche a été vaine. Personne ne voulait l'entendre et on a ouï dire qu'il a été combattu par les grandes firmes indo-pakistanaises dans ce pays. Et même là où il y a des grandes firmes européennes qui ne veulent pas, évidemment, de son produit, mais le président de la République l'a invité incessamment à venir en République démocratique du Congo. Peut-être fera-t-il partie, je ne sais pas, du task force, je ne sais pas, on verra la suite. Détail. Le port des masques était bel et bien observé ce lundi dans les rues de Ngaliema. Une manière pour la population de se préserver contre la propagation du Covid-19, soutiennent ces Kinois. J'ai porté les masques parce que c'est une des mesures barrières qui fait qu'on ne propage pas la maladie si on a. Mais c'est aussi une recommandation de l'équipe de riposte à tous ceux qui n'ont pas porté des masques, qu'ils fassent l'effort de porter les masques parce que ça va leur aider aussi à se protéger eux-mêmes. Si biso droit pour se protéger, tout tomber ba victime que le rôle Europe, Chine, il y a une photo là que tout le monde a la conscience. Conscience na ça là que malade est vraiment. Oh bazo so on a blague et ça vie na bango ne bazo tiano na danger. Certains Kinois disent ignorer la décision annoncée par le gouverneur de la ville suite au manque d'électricité. Moi, si je me promène sans masque, c'est parce que d'abord, je n'avais pas suivi l'information où on a exigé à tout le monde de porter le masque. Par exemple, plus précisément dans notre quartier, ça fait pratiquement 3 jours, nous n'avons même pas du courant, on ne suit même pas les informations. Raison pour laquelle je n'ai pas porté le masque. L'information n'a pas passé partout parce que nous avons un problème de courant d'abord, électricité. Il y a des quartiers entiers, il n'y a pas d'électricité. Autre observation, la plupart des masques portés par les Kinois ont été confectionnés par les couturiers de Kinshasa.
Si le Madagascar a la fierté d'avoir trouvé les CVO, organiques médicaments qui traitent le Covid-19 au point de recevoir les hommages des premiers citoyens congolais, il est sans nul doute un regret pour la RDC qui doit absolument revoir sa politique de financement des recherches scientifiques. En effet, le chercheur Jérôme Mouniangui, qui fait la joie du président malgache, est d'origine congolaise. En 2016, il entreprend ses recherches dans la province du Maniema et propose une approche thérapeutique basée sur l'utilisation de l'artémisia dans la lutte contre les pathologies tropicales. Malheureusement, face au régime d'alors réputé pour la corruption et le clientélisme, le succès de la trouvaille du docteur Jérôme Mouniangui s'est transformé en inquiétude. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu, et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Le chercheur Mouniangui fera mieux de poursuivre ses recherches ailleurs. Aujourd'hui, il propose les CVO organiques comme remède contre le Covid-19. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est de revaloriser la RDC, a invité ses dignes fils au pays. Question que la RDC bénéficie de ses services. Maître Rebecca Inga, nous revenons un tout petit peu avant de parler du Covid-19 et de Jérôme Mouniangui. On a dit qu'il y a aujourd'hui chevauchement de pouvoir, il n'y a plus séparation de pouvoir. Est-ce que le chef de l'État peut-il instruire le Parlement aujourd'hui par rapport au sujet ou au mot d'ordre, ou je ne sais pas comment on dit ça avec les termes, l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Les gens disent j'y reviens, on est en train de reglisser dans la dictature. Madame, ça c'est les gens qui ne comprennent pas ce que c'est l'état d'urgence. Dans l'état d'urgence, le chef de l'État est un dictateur légal. Tout simplement. Il agit en dictateur. Madame, vous pensez que c'est de quel droit le chef de l'État peut restreindre ma liberté et ta liberté d'aller à Capella, de manger le goulou ou le gagé de... Est-ce qu'il a le droit de restreindre nos libertés garanties par la Constitution en temps normal? Il ne peut pas. Mais s'il le fait, c'est parce que là, nous sommes dans un état d'urgence. Et donc, il se comporte en dictateur. Pardon. Je vous interromps. État d'urgence tout simple ou état d'urgence sanitaire? Il y a encore cette confusion. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? État d'urgence et état d'urgence sanitaire. La loi ne dit pas sanitaire. On a parlé de l'état d'urgence tout simplement. Okay. Alors, donc, dans les contextes actuels, les députés n'ont pas le droit de se réunir aussi à plus de 20. Parce que le chef de l'État a dit pas plus de 20 personnes dans une réunion. D'ailleurs, avant que le chef d'État ne prenne les mesures, les deux chambres avaient déjà suspendu leurs travaux. Et donc, le chef de l'État, parce qu'il a pris une ordonnance interdisant ce genre de réunion, donc vous ne pouvez pas aller vous réunir au plus de 20. Sauf si lui, maintenant, qui a pris l'acte, peut vous l'autoriser à le faire. C'est la première chose. De deux, madame. Aujourd'hui, parce que je ne veux pas, parce que vous dites que c'est un problème de juriste, je vous donne encore la Constitution. Quel article? L'article 116. Pour voir si est-ce que le chef de l'État peut ou ne pas déterminer l'ordre du jour. Chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel a été convoqué au plus tard 30 jours à compter de la date du début de la session. Ben, je comprends. Convoquer, mais pas imposer un ordre du jour. Non, mais il vous convoque pourquoi? Mais il ne vous impose pas l'ordre du jour. Non, mais le chef de l'État... Non, moi je... J'ai compris quand même. Madame, écoutez. Il a dit que vous réunissez, mais il ne vous impose pas l'ordre du jour. Non, écoutez, madame. Vous n'aviez pas l'intention de vous réunir. Oui. Vous n'avez pas dans votre programme, vous n'en avez pas. Moi, le chef de l'État, j'ai besoin d'obtenir une décision du Parlement.
sur une matière pour me permettre de bien faire le travail. Je vous demande de venir vous réunir et de statuer sur ce que moi je vous ai demandé de vous réunir. Parce que c'est moi qui vous ai invité. C'est moi qui vous demande. Et je vous propose. Et l'article alinéa 2 du quoi? Il dit que la clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour. Donc vous ne pouvez pas aller passer au-delà. Et c'est ce que Tambo Mwamba a fait encore. Voilà encore. S'il ne pêche pas par le mal, il pêche par l'excès. Mais ils ont la liberté, ils ont le droit. C'est toujours le même comportement. Donc vous sentez séparation des pouvoirs. Non. Bon, comme on est en état d'urgence, tout est exceptionnel. Hein? D'abord, tous les juristes, même moyens, même les plus médiocres, savent que la séparation n'est plus rigide. Il y a un régime de collaboration entre le pouvoir. Ça existe. Mais ici, je parle d'une disposition constitutionnelle qui vous dit que le Congrès ou l'Assemblée peut être convoqué sur demande du chef de l'État. Et vous clôturez votre session à l'épuisement de l'ordre du jour. C'est moi qui vous ai demandé ça. Pourquoi? Pour obtenir la prorogation de l'état d'urgence. Donc, dès que vous avez fini cette demande, vous laissez tomber. Mais qu'est-ce qu'Alexis Tambo Mwamba fait avec son Sénat? Il a proposé encore d'autres. Vous voyez là où nous sommes. Là où nous disons que l'homme a un problème. C'est-à-dire que lui-même a un problème sérieux. Soit c'est un homme excessivement orgueilleux, excusez-moi le terme, qui ne veut pas même écouter ce que dit la loi, et qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde et même de la loi. Et ça, ce n'est pas un comportement républicain. Même Joseph Kabila n'a pas ce comportement-là. Nous revenons avec Jérôme Mouniangui, le médecin congolais qui a découvert le médicament au Madagascar contre le Covid-19. Le chef de l'État a fait appel à lui, mais beaucoup de gens se disent, mais mais comment, après tout cela, est-ce que les services du chef de l'État ne connaissaient pas les travaux de Jérôme Mouniangui? Non, madame, vous savez, Félix Tshisekedi, c'est un homme trop humble. Et un homme qui sait écouter les autres. Vous savez que c'est quand Félix est arrivé au pouvoir qu'il a fait partie de ce ministre qui est aujourd'hui condamné, et il a donné la riposte de Ebola à un digne fils du pays. Vous savez que Mouyembe était ici. Aujourd'hui, tout le monde crie Mouyembe, Mouyembe, Mouyembe. Tout le monde va lui donner des dons et tout ça de manière spectaculaire et ostentatoire. Mais Mouyembe était négligé ici. Il fallait qu'un homme comme Tshisekedi se lève et dise, écoutez, je donne la riposte d'Ebola à monsieur Mouyembe. Et quand il a commencé à rendre c'est comme si Mouyembe n'avait pas existé. Pendant 18 ans, Mouyembe n'existait pas. C'est maintenant que les gens se rendent compte qu'on avait un digne fils comme Mouyembe qui existait. Madame, la situation de ce docteur, Félix Tshisekedi n'était pas au courant. Et c'était avant nous, l'arrivée du pouvoir de Félix Tshisekedi. Et quand il est au courant, on va affréter un avion, il va venir, il est en train de venir. Mais beaucoup de gens disent que non, attention, c'est un piège, on risque de le tuer. J'ai entendu ça. Oui, on m'a soufflé à l'oreille, on m'a dit attention. Je l'ai suivi lui-même, il a dit tout ce qu'il demande au gouvernement, c'est sa sécurité. C'est sa sécurité. Vous allez garantir sa sécurité? Absolument, absolument. Parce que les multinationales, ceux qui produisent les produits pharmaceutiques, qui s'enrichissent derrière les maladies des gens et de la population africaine, ils ne veulent pas qu'il y ait des remèdes efficaces pour guérir effectivement cette population de cette pandémie. Ils ne veulent pas. Et donc je pense que lui-même, parce que je l'ai suivi, il a dit qu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que vous demandez de votre gouvernement. Il dit non, je suis congolais, je reste congolais, mais tout ce que je demande, c'est ma sécurité. Je crois qu'il sait pourquoi il est dit, parce que j'aurais appris même de lui-même qu'auparavant, il avait prononcé aussi un autre protocole et ça lui a fallu écouter aussi la vie. Avec l'Artémisia à l'époque. Il était obligé de fuir, de vivre en exil. Et donc, nous estimons que le chef de l'État, parce qu'il vient sur demande de notre chef de l'État, et la sécurité doit lui être accordée parce que c'est un digne fils qui fait la fierté de notre pays. Le masque à Kinshasa aujourd'hui, vous voyez, hein, le gouverneur de la ville, excusez-moi, a donné ce mot d'ordre, le port du masque obligatoire. Mais bon, les gens se disent, est-ce que les masques sont vraiment efficaces, ces masques-là? Est-ce qu'il ne fallait pas des masques spécifiques? Parce qu'aujourd'hui, c'est avec n'importe quel tissu que les gens font ces masques. Oui, madame, je pense que la population doit suivre ce que les dirigeants lui disent. Moi, hier, j'étais jusqu'à Maluku, mais je vous dis, madame, en quittant seulement la ville de Kinshasa, la Gombe ici, lorsque vous allez, les gens vivent normalement. Comme s'il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire que c'est nous qui avons peur de cette maladie ici, à la Gombe et tout ça. Mais là, la population vit normalement. Je crois qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Je crois que la communication de la riposte doit vraiment aller là-bas. Ce n'est pas commencer seulement à nous citer le nombre de ceux qui sont malades, des choses que moi je n'aime pas entendre. On nous dit qu'il faut beaucoup plus citer le nombre de gens qui sont guéris pour que la population sache que cette maladie, l'espoir à la population. Non, il y a 400 autant, il y a ceci, ça décourage un peu la population. Mais là-bas, quand vous allez là-bas à Tchangou, la population vit normalement.
comme si rien n'était. Cette situation de masque, madame, moi je ne suis pas médecin, mais j'aurais appris que c'est une façon préventive d'éviter à ce que les gouttelettes de nos salives ne puissent pas atteindre quelqu'un d'autre, mais que ça soit confiné dans votre masque que vous pouvez stériliser et réchanger à chaque fois. Je ne sais pas, je sais que vous êtes quelqu'un qui suit beaucoup les actualités. Les propos du président Trump par rapport au Covid-19, on l'a suivi. Ça fait un tollé dans le monde scientifique. Demander aux gens de s'injecter de l'eau de Javel, de s'injecter beaucoup de choses. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez... Moi, je me suis posé la question, si c'était un président africain qui avait sorti des tels... En tout cas, je ne mâche pas mes mots, de telles âneries, ça aurait été vraiment la catastrophe, les injures et les insultes à tout bout de champ. C'est là que les Africains et le peuple congolais doivent être fiers d'avoir un Congolais qui ne nous demande pas d'injecter les gels, mais qui nous propose une plante qui est capable de nous guérir. Et ça, c'est là qui est important. Madame, la médecine moderne a montré ses limites. Vous savez, l'homme blanc, quand il sent qu'il est limité, il commence à chercher d'autres remèdes à peu près, pour ne serait-ce que combler le vide. Mais en réalité, moi je ne sais pas apprécier ça parce que je ne connais pas les effets de ce gel-là dans le corps de l'homme. Mais je sais seulement qu'on nous demande d'utiliser ces gels pour désinfecter nos mains et donc ça tue le virus du coronavirus. Donc s'il y a la possibilité de part, une possibilité médicale de l'injecter, je ne sais pas. Peut-être que les chimistes ou les pharmaciens peuvent trouver un mécanisme pour que cela entre dans le corps de l'homme, je ne sais pas. Mais nous avons déjà une voie de sortie, c'est que notre compatriote a un protocole qui puisse nous permettre de guérir nos compatriotes. Je crois qu'il est attendu d'urgence pour qu'il vienne faire le travail. Il va faire le travail. Et qu'il soit vraiment sécurisé, parce qu'avec ces multinationales pharmaceutiques, on doit s'attendre à tout. Nous allons parler un peu de Boundou Dia Mayala, Boundou Dia Congo. Vous le savez déjà que Ndemwanda Nsemi a été appréhendé et conduit au CNPP. Parce qu'on a peut-être vu que ça n'allait pas dans sa tête, peut-être qu'il vivait dans son monde. Et on l'a acheminé au CNPP et beaucoup de ses partisans sont retournés au Congo central. Nous allons en parler tout à l'heure. Selon notre source, avant ces affrontements, les adeptes de Boundou Dia Congo étaient réunis dans la maison de l'un d'eux, située au quartier kilomètre 5 pour leurs prières, mais aussi pour préparer leur coup. Il s'agit notamment de l'attaque de la résidence de l'administrateur du territoire de Songololo, qu'il qualifie de non-originaire. Ce, avant de faire la chasse de tous les agents des services étatiques du marché transfrontalier de Loufou, qu'il qualifie aussi de non-originaires, rapporte notre source. Avant leur forfait, les adeptes BDK ont été surpris vers 2 heures du matin par les éléments de force de l'ordre. Ainsi, a surgi les affrontements entre la police et les adeptes BDK. Une situation qui a duré près de 2 heures, causant ainsi de pertes en vies humaines. Jusque-là, on parle de 15 morts, dont 2 policiers et plusieurs blessés graves. Selon la société civile locale, le calme est revenu dans le territoire de Songololo. Aussitôt informée, une délégation conduite par le vice-gouverneur du Congo central, Justin Luemba, est arrivée sur le lieu pour s'enquérir de la situation, mais aussi tenir un conseil de sécurité. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis mardi au sortir de l'audience avec le chef de l'État la restauration de la paix dans le Congo central. Comme on peut bien l'apercevoir sur ces images, le gourou du secte politico-religieux Boundou Dia Mayala est aux arrêts. Bien que n'ayant pas l'air d'accepter de se faire filmer, Ndemwanda Nsemi ne peut à cet instant rien faire. Le leader de Boundou Dia Mayala a été arrêté à l'issue d'un assaut lancé aux alentours de sa résidence de Makompane par la police nationale congolaise. L'on signale après cette arrestation plusieurs blessés tant dans le camp des éléments de la police que des adeptes du chef mystique BDM. Signalons que la résidence du gourou du secte ex-Boundou Dia Congo était encerclée depuis le jeudi 23 avril dernier par la police. Cette dernière attendait ainsi donner une chance à des négociateurs chargés de le convaincre de se rendre. Il a fallu recourir au tir pour que celui qui s'était proclamé le président de la République fédérale du Congo en janvier dernier soit finalement capturé. Il est de rappeler par ailleurs que depuis quelques semaines, les adeptes BDM ont été à la base de plusieurs troubles enregistrés au Congo central. Dans la localité de Songololo, les disciples de Ndemwanda Nsemi avaient procédé à une forme de répression contre tous les non-originaires.
Maître Roby Kainga, on l'a vu, les images l'ont témoigné, l'arrestation de Némouana Nsemi. Mais moi, j'aime aller au-delà des choses. Parce que beaucoup de mes téléspectateurs et même de mes followers m'ont dit de vous poser cette question. Ils ont l'impression, Roby Kainga, qu'il y a une sorte de justice deux poids deux mesures. Pour Némouana Nsemi, qui est du Congo central, Manu Militari, arrestation, l'histoire est finie. Mais pour Gédéon Kyungu, non. Il est en cavale, on ne parvient pas à l'arrêter, chouchouté. Et d'ailleurs, selon Jeune Afrique que nous avons suivi, le président honoraire a dit à son prédécesseur que tout commence au Katanga. Toute déstabilisation commence au Katanga. Est-ce une façon de protéger Gédéon Kyungu qui est katangais et de livrer un Né-Congo, parce que les Né-Congo, est-ce que c'est un bon parallélisme? Non, je ne veux pas me prêter à cet exercice-là, mais je voudrais quand même qu'on se pose d'abord une question. Est-ce que les faits pour lesquels on poursuit Némouana Nsemi sont avérés, sont fondés, oui ou non? Exactement, comme Gédéon Kyungu? Non, je voudrais d'abord parler de Némouana Nsemi. Parce qu'il faut pas, on ne compare pas les crimes. Tout criminel reste criminel. C'est pas parce que l'autre du Bas-Congo, aussi du Katanga, que parce qu'on l'a pas arrêté, on n'a pas encore arrêté Gédéon Kyungu, parce qu'on l'a pas encore arrêté, qu'on doit laisser Némouana Nsemi tuer les non-originaires qui sont au Bas-Congo. Et ça, on ne doit pas trouver ça normal aussi. Et pourquoi Némouana Nsemi se prêterait à une telle pratique aussi dangereuse comme celle-là? Pourquoi il se prêterait? Le Congo appartient aux Congolais. Tout le Congolais est libre de circuler sur le territoire national partout. Et pourquoi lui à Kinshasa, il vit à Kinshasa, il est originaire de Kinshasa? C'est ça le problème, madame. Vous savez, Gédéon Kyungu, le chef de l'État, a demandé son arrestation. On est en train de le rechercher, on va l'arrêter. La force reste à la loi. Mais il est protégé par les fils katangais. Non, madame, ne vous en faites pas. Mais qui l'a fait fuir? Ne vous en faites pas. Exactement. Qui l'a fait fuir? Mais on a interpellé, on a rappelé les deux généraux. On les a rappelés. C'est là que nous démontrons que le peuple doit savoir que le mal est profond. La volonté du chef de l'État y est. Mais le mal est profond. Nous travaillons avec des gens qui sont encore nostalgiques aux pratiques anciennes, comme les Tambo Mwamba et tous les autres, qui continuent encore à espérer dans l'anarchie, dans les histoires, dans les pratiques auxquelles ils étaient déjà habitués. Lorsque quelqu'un commet des exactions, on demande qu'on l'arrête pour qu'il soit jugé, qu'il réponde. Il y a de ces gens-là qui disent non, nous, ressortissants d'eux, et ils le font fuir. C'est ça en fait. Madame, moi je commence à me dire, est-ce que nous avons besoin de la justice? Est-ce que nous avons besoin de l'état de droit, nous, Congolais? Vous verrez demain, j'ai vu un groupe de Né-Congo aller voir aussi le ministre de l'Intérieur, parce qu'on a arrêté Némouana Nsemi. C'est comme ça que ça se passe maintenant ici au Congo. Est-ce que nous aimons la justice? La justice, c'est, est-ce que nous devons, vous savez même vous, tel que vous êtes là, si votre frère vous vole de l'argent, vous l'amenez en justice, la famille va te condamner. Et pourquoi tu l'amènes en justice? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que nous aimons la justice? Est-ce que nous voulons l'état de droit ou nous ne voulons pas l'état de droit? Quand on va arrêter un Moulouba, nous, les Balouba, et d'ailleurs les Balouba ne le font pas d'ailleurs. Généralement, on a arrêté M. Lobo ici. Vous n'avez pas vu les Balouba dire, nous les responsables de Kassai, nous condamnons. Non, nous on ne le fait pas. Parce que nous estimons que quand quelqu'un a commis des actes répréhensibles par la loi, c'est la justice peut régler ce compte. On ne peut pas comparer, dire l'autre est criminel, voilà, pourquoi ce criminel vous l'avez laissé aussi l'autre criminel en train de continuer de tuer les non-originaires du Congo central, laissez-les en train de les tuer. Non, madame. Ça, les revendications de Némouana Nsemi, est-ce que pour vous c'était c'est un lunatique, c'est un schizophrène selon vous? Madame, je voudrais quand même vous dire que mon parti, avec l'autorité morale Didier Boudimbu, était parmi les premières personnes qui sont allées dans ces négociations avec les leaders de Bundu Dia Congo. Nous avons piloté ça au niveau du parti pour le voir et de discuter avec lui. Madame, vous savez que Némouana Nsemi, quand il est sorti de la prison, il n'avait rien. Mais aujourd'hui, les moyens qu'a Némouana Nsemi, il les trouve où? Toutes les actions qu'il est en train de mener, il trouve les moyens. Donc il y a des mémoires. Effectivement. Mais qu'est-ce que lui-même vous dit? Il vous dit, je veux créer quelque chose de triumvirat au niveau du Bas-Congo. Et il y aura Anton Ngonda au niveau de Kisantu et tout ça, au niveau des cataractes, ça sera lui. Il y a aussi un autre député du FCC et tout ça. Il dit non, voilà, il y aura trop les trois là. Et on ramène le débat, ces revendications, on les amène au niveau de la province. J'ai suivi même un élu de la Mouka qui dit par exemple, non, tout ça parce que le gouvernement n'a pas voulu que
le gouverneur Atou Matoubouana puisse partir. Madame, quelle est la corrélation qu'il y a entre Atou et les revendications de Némouana Tsemi et la menace des non-originaires du Congo central? Donc il y a un problème plus profond que celui-là. Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Non, effectivement. Exactement, parce que Némouana Tsemi, les revendications qu'il a faites, les négociations, vous avez suivi le président du CNSA. Plusieurs fois, il a été le voir. Tout ce qu'il revendique maintenant, j'ai suivi la vidéo, tout ce qu'il revendique maintenant, lui a été proposé. Voilà, on va te donner les hectares, tu vas faire le champ. Voilà, tu vas faire ceci. Bon, il n'a pas voulu, mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, madame, il est devant la justice. Voyez quand même ce que la justice aujourd'hui, on l'a arrêté, on a compris qu'on doit d'abord aller le faire soigner. Et après, on va voir. Mais deuxième, vous êtes juriste. Comme on dit, la peine, comme vous dites, la peine est personnelle, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas trop les termes juridiques. Mais nous avons vu les images qui ont circulé de la femme. Parce que les féministes se sont mises debout. Personnellement, j'ai été assez irritée de voir comment on traitait cette dame-là. Est-ce que, moi je vous pose la question en tant que juriste, est-ce que la femme de Némouana Tsemi est-elle co-responsable des actions de son mari? Madame, je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le prouver. Je suis loin de croire qu'elle soit aussi responsable de ce que Némouana Tsemi est en train de faire. Et en regardant l'homme, vous le voyez de nature à dire à sa femme que je veux faire ça demain, à faire ça demain, et de recevoir le conseil. Mais c'est aussi vous le journaliste. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas avec vos médias en ligne, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est allé prendre l'interview de cette dame. Dans un état de choc. Exactement. C'était assez humiliant. Hein, vraiment humiliant. Comment aller prendre des images comme ça? Est-ce que, vous savez madame, tout homme politique, nous aimons cacher, on aime cacher nos femmes et nos enfants. C'est notre vie privée. Je suis parmi les rares personnes, pas moi, suivant l'exemple de beaucoup d'hommes grands politiques, ils aiment toujours laisser leurs femmes et les enfants en dehors de ce qu'ils font. Vous voyez les gens comme les Kengo Wadondo et les autres, qui connaissent sa vie privée. C'est comme ça avec les hommes politiques. Mais vous, les journalistes, vous êtes allés prendre les images de cette femme-là pour les balancer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? La police, dans le cas des enquêtes, peut arrêter tout le monde. Lorsqu'on vient sur le terrain, on trouve tout le monde qui est là, on peut prendre. Ah, vous êtes qui dans la femme? Alors, vous, est-ce qu'on regarde? Parce qu'ils n'oublient pas, la femme de Gbagbo était arrêtée, elle était impliquée aussi. Au même moment. Mais la femme de Gbagbo était politique aussi, très politique aussi. Donc, il y a des femmes, il y a des femmes aussi qui jouent un rôle déterminant. Ne vous en faites pas. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme, c'est vrai, mais bon. Voilà, donc c'est ça en fait. Mais est-ce que la police peut vérifier les faits pour voir est-ce que cette femme, elle est tout ça, au moment de la vérité? Et la libérer est partie. Est-ce que la police aussi a posé de questions à cette femme d'une façon assez humiliante aussi? Il ne faut pas seulement jeter la pierre à la presse que nous sommes. La police aussi a posé de questions. Madame, on l'a même tabassé, humilié presque. Je vais vous dire, le problème de notre police, c'est quoi? Lorsqu'on voit un enfant qui est turbulent à la cité, qui tabasse les autres, qu'est-ce que les parents disent? Oh, il faut qu'il y ait à la police. Vos meilleurs enfants que vous avez à la maison, qui ont étudié, vous ne les amenez pas à la police. Donc cette police-là est composée de la plupart des gens, des chégués qu'on ramasse ici, on dit voilà, il faut qu'il y ait à la police. C'est comme si la police c'est une poubelle où on doit ramasser tous les racailles, les dépotoirs. C'est ça le problème. Vous regardez les policiers qui pillent. Et aussi, le travail n'a pas été... C'était horrible. Hein. Le travail n'a pas été bien fait, madame. Quand vous lisez le code de procédure pénale, lorsque vous arrêtez les responsables d'une maison, on doit sécuriser les lieux. Vous venez chez moi, vous m'arrêtez moi, avec ma femme, vous devez mettre les gens pour garder mes enfants. C'est ce que dit la loi. Mais est-ce que le général Kassongo, dans son action, il a pourvu à ça? Vous ne pouvez pas aller vous arrêter les responsables de la maison, vous partez, vous laissez la maison vide. Et vous pillez en plus, hein, parce qu'on a vu les images. Parce qu'il n'y a pas une disposition sécuritaire. Parce que là, déjà, les Némouana Tsemi est parti, les généraux Kassongo est parti, les voleurs sont restés, ils ont digéré un peu les pieds pour commencer à voler parce qu'il n'y avait pas que c'est... Or, dans la loi, dans la procédure pénale, dans les matières d'instruction, vous ne pouvez pas aller arrêter quelqu'un, le responsable de la maison, laisser cette maison-là vide. Ça ne se fait jamais. Vous devez sécuriser les lieux. Vous l'arrêtez, vous laissez une équipe que vous pouvez contrôler. En cas de perte de quelque chose, c'est cette équipe-là qui doit répondre. Donc il y a une défaillance. Et celui qui est venu et commence à interviewer cette dame, la police interroge sur PV. La police n'interroge pas avec une caméra. Et ce n'est pas le travail de la police. La police, quand la police vous interroge, madame, c'est sur PV. Et quand la police a fini sur PV, la police n'a pas à venir prendre la dame, Yozanani, et commencer à poser des questions. C'est quand même terrible. C'est une défense de deux côtés. Donc je crois qu'il y a un problème. Nous avons une police avec des gens qui animent. Je demande aux parents, je demanderai aux Congolais d'envoyer les meilleurs, leurs enfants meilleurs, bien éduqués, comme vous et nous,
qui instruit pour aller à la police. Quand on prend tous ces gens qu'on ramasse là, on dit non, il y a Zamoutou Makasi, il y a Betakabatu, de la police. C'est ça que nous avons comme problème. Merci Maître Kayenga. Et dernière information, la femme de Némon Nsemi a été libérée. Hein. Elle est libre. Donc tranquillisez-vous, elle n'est pas au cachot ou quelque part, mais elle est libre. Nous allons parler maintenant de ce dossier brûlant de l'heure, l'affaire Bamoro, Foner. Donc 100 jours et tout ça. Nous allons parler de la sensibilisation par rapport à Kin Bopeto. Les habitants de la commune de Lansele vont vibrer au rythme de l'opération d'assainissement initiée par le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bilambaka. Voilà qui justifie la descente d'une délégation du gouvernement provincial en ce lieu, conduit par les coordonnateurs de l'opération Kin Bopeto. Ici, ils ont pour mission de sensibiliser les chefs des quartiers de cette commune qui, à leur tour, vont transmettre le message à la population sur les mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Dans leur gibecière de produits désinfectants, masques de protection ainsi que des lave-mains. Le gouverneur a tenu à répondre à une demande de sa population parce que son souci, c'est vraiment aider les Quinois et le bien-être des Quinois. Je leur dis que le coronavirus existe. Donc il faut prendre des précautions, se laver les mains, porter son masque, être à distance d'1 mètre avec une autre personne. La maladie est là, elle existe. Moi j'étais à l'étranger, je suis rentré, j'avais la maladie. Mais j'ai suivi les instructions de l'hierarchie, des médecins, c'est comme ça qu'aujourd'hui je vous parle. L'application stricte des gestes et barrières à ces dispositifs vient régler la problématique de la contamination au coronavirus par les habits et autres chaussures. C'est aussi un moyen sûr de bouter hors de la RDC cet ennemi invisible. Au moment où la justice congolaise traque depuis un temps les personnes soupçonnées d'être plongées dans la corruption et le détournement des deniers publics, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa fait des révélations qui semblent clouer son prédécesseur André Kimbuta. Le premier citoyen de Kinshasa dit avoir hérité d'une province avec de nombreuses dettes auprès de plusieurs banques de la capitale. Tokuti Banyongo est belé. Dans ma banque Nyos, sauf la banque BCDC, Nyongo a environ plus de 60 millions. Nyongo a Makasio Tokuti est dans la banque UBA. À quelques jours, il y a une élection présidentielle. Bazu Nyongo a 14 millions de dollars. Là, c'est mon week-end. Tout éviter. Sous les règnes d'André Kimbuta, les fonctionnaires n'étaient pas payés pendant 36 mois, a laissé entendre l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Tokuti, fonctionnaire. 36 mois est barriéré, hein. Ce n'est pas de façon continue parce que l'équipe a travaillé même 12 ans. Hein. Mais très souvent, dans le monde de crédit revolving, malgré le crédit revolving, il n'y a pas de fonctionnaire. Mais la grève, d'ailleurs, tant que commis, ils sont venus réclamer d'une bango. Depuis le de Koti, et il y a 100 ans de côté, bango bazui salaire na bangote. Tokuti ville de Kinshasa est allée mise à l'index. Ville de Kinshasa, tu as crédit de mon côté. Donc il y a un acte de sabotage ou hérité. Au regard de l'adage qui dit les linges sales se lavent en famille, d'aucuns se posent la question de savoir pourquoi Jean Tiningo Bila attire l'attention de la justice sur la mégestion de son prédécesseur qui est de la même famille politique que lui. Peut-être que l'avenir nous en dira plus. Pour rappel, c'est le 10 avril dernier que Jean Tiningo Bila a totalisé une année à la tête de la capitale congolaise. À travers leur correspondance, Samoutondi Sami et Mouteba Fimbo, juges au tribunal des grandes instances de la Gombe, font remarquer à première lecture que les conditions d'une justice équitable ne sont pas réunies dans l'affaire de présumé détournement de 20 millions de dollars qui oppose le directeur général du Fonds national d'entretien routier, Fulgence Bamaros, contre le ministère public. Selon leur correspondance, les deux juges qui se sont déportés feraient l'objet des pressions de leurs supérieurs pour orienter la décision sur la demande de la liberté provisoire du directeur général du FONER. S'il est vrai que la législation congolaise dispose que le juge doit se déporter s'il estime qu'il est dans une situation qui peut pousser une des parties en conflit à demander sa réquisition, le déport de ces deux juges laisse entrevoir
la faiblesse du système judiciaire congolais quant à l'indépendance des magistrats, surtout lorsqu'on sait qu'on cherche la lumière sur le présumé détournement des fonds publics. Des sources indépendantes renseignent que Fulgence Mamaros aurait corrompu le juge qui se sont déportés pour obtenir la liberté en chambre du conseil. Alors qu'il est poursuivi pour détournement de 20 millions de dollars américains, il faut reconnaître qu'à travers le leadership de Fulgence Mamaros, le FONER avait obtenu un prêt de 60 millions de dollars auprès de la banque Tembe. Un montant qui laisse perplexe tout observateur indépendant, dans la mesure où les FONER réalisent près de 10 millions de dollars chaque mois. L'argent corrompt tout, dit-on. Roby Kayenga, je me souviens tout à l'heure, vous avez dit que les habitants de la Tchangou n'étaient pas très au courant de cette maladie qu'est le Covid-19, mais le gouverneur de la ville est quand même descendu sur le terrain pour taper du poing sur la table ou enfoncer le clou par rapport à cette maladie. Il doit impliquer les acteurs sociaux du coin. Comme les chefs de quartier. Comme les chefs de quartier, voir... il n'y a pas seulement les chefs de quartier, il y a des leaders du coin. Et ils devaient descendre avec les députés nationaux prétendument élus de la Tchangou, parce que la plupart, ils se disent qu'ils sont de la Tchangou, mais quand ils ne vivent jamais à Tchangou, ils sont à la Gombe. Ils devaient descendre avec eux, leur responsabiliser et leur donner des moyens pour sensibiliser la population. La personne de Tchangou vit comme si rien n'existait dans ce pays. Alors que cette pandémie, elle est très mortelle et les prévisions des hommes sont auto et accablantes. L'affaire, non, nous y restons un tout petit peu parce que moi je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Gentini Ngobila de se dédouaner une année après avoir été élu ou gouverneur de la ville, vu son échec, parce que beaucoup disent en tout cas, Gentini Ngobila, une année, on ne voit pas ce qui se passe, aucune action, même Kinmobetola, c'est un flou total. Kinshasa est toujours aussi sale, pas de routes construites, pas des écoles, rien n'a été réhabilité sous son règne, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Gentini Ngobila de se dédouaner et de lancer ainsi son prédécesseur André Kimbuta sous les projecteurs? Madame, je ne veux pas... Le mot qui me vient tout de suite me paraît trop dur envers notre gouverneur. Parce que j'aurais bien... J'étais tenté de dire que ce sont des propos un peu irresponsables. Parce qu'un chef... Alors, qui peut aller faire arrêter Kimbuta? Ce n'est pas la population. S'il a trouvé tout ça, est-ce qu'il n'a-t-il pas cherché à mettre une commission d'audit? Il a des parlementaires. Pourquoi n'a-t-il pas sollicité ça? Pourquoi n'a-t-il pas saisi la justice pour que la justice l'aide à recouvrer cet argent? Parce qu'il parle de 14 millions qui ont été pris à la dernière minute. 60 millions. Et 60 millions et tout ça. Et ça se dit toujours en millions. Et ça, c'est le gouverneur qui s'est complaît à dire comme ça devant nous, la population. Maintenant, qui va aller arrêter ceux qui ont détourné cet argent? Pour que la population sache que ce n'est pas sa faute. Il n'a pas trouvé l'argent. Vous m'avez invité l'autre fois ici, avant les élections de gouverneur. Je vous avais dit, moi, si on me demande d'être gouverneur de Kinshasa, je refuserai. À cause des défis qu'il y a à Kinshasa, parce que si tu n'es pas prêt pour affronter ces défis, tu ne feras rien. Et lui, en devenant, parce qu'il est de la même famille politique. Exactement. Ce n'est pas une guerre politique, parce que les gens se posent la question. Non, il est censé connaître, il est censé connaître ce que le prédécesseur faisait. Pourquoi il ne demanderait pas peut-être l'inspection des finances? Pourquoi il ne demanderait pas un contrôle parlementaire? Pourquoi il ne demanderait pas peut-être qu'on mette un audit sur place pour établir les responsabilités? Pourquoi il ne le ferait pas? L'argent des contribuables congolais, ce qu'il nous parle, c'est l'argent de qui? Des contribuables congolais? Vous êtes là, c'est vous le chef, vous dites non, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait dans la caisse, il y avait vide, tel argent a été pris, on ne sait pas ce qui a été fait avec cet argent. Et vous dites ça à la population qui est incapable, qui t'a prétendument voté par procuration des députés provinciaux pour que tu puisses les aider à mieux faire. Et tu constates qu'il y a des gens qui ont retourné des millions d'argent et tu viens dire à la population, quand moi je suis arrivé et tout ça. En fait, ça, c'est un jour au Ponce Pilate. Un chef agit. Il ne lave pas les mains, il ne se lave pas les mains, non, les chefs agissent. Et les rôles des banques, Roby Kayenga, est-ce que ces banques-là, je ne sais pas, hein, parce que comme on dit un adage, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand même ces banques-là, ils ne font pas la traçabilité, ils ne se demandent pas qui prend, pourquoi et tout ça, et ils donnent simplement... Madame, je ne comprends pas le rôle de UBA, TMB, Roban, qui sont toujours cités dans des
dans des transactions un peu mafieuses, permettez l'expression. Non, mais les banques leur travail, c'est de vous donner de l'argent. Et quand vous en sollicitez, il suffit seulement qu'il y ait des garanties. Non, vous savez, ils récupèrent au travers des taxes. C'est pourquoi toutes les transactions de la ville se font par la banque. Quand vous allez payer par exemple votre taxe ou votre vignette et tout ça, vous payez par la banque. Et quand on paye à la banque récupère son argent. Et aussi, madame, il y a ce qu'on appelle, quand on fait des prévisions budgétaires, il y a la plupart, hein, l'État congolais ou certains États, ils demandent par exemple à la banque, voilà, l'année passée, nous avons récolté 1 milliard en termes pour la vignette. Donc cette année, nous pouvons aller au-delà d'1 milliard ou aller rester à 1 milliard. Donnez-nous 1 milliard et vous allez récupérer ça quand les gens vont payer. Ils prennent. Voilà, en tout cas, l'explication est assez claire. En fait, les banques ne font que leur travail. Mais nous revenons un peu à cette affaire de Foner, 100 jours, Vital Caméré, tout est lié dans cette histoire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vous-même sollicité que le chef ne se plaint pas, le chef n'est pas le Ponce Pilate, le chef agit. Par rapport à Vital Caméré, par exemple, le chef de l'État, ça fait des mois et des mois et des mois, Roby Kainga, que les associations, que les gens se sont levés pour parler des malversations de Vital Caméré dans plusieurs dossiers. D'ailleurs, Congo Web était le premier, et moi sur ce plateau, à parler de dossiers de 57 millions, je me rappelle. Mais le chef de l'État, je ne sais pas, protégeait-il son chef de cabinet? Projette-t-il certaines choses? Mais aujourd'hui, on a l'impression que le chef de l'État joue au Ponce Pilate. Il dit que ce n'est pas moi, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe avec les dossiers VK? Question précise. Dites-moi, Roby Kainga, est-ce que le chef de l'État n'était-il au courant de rien? Tout ce qui s'est passé dans ce cabinet, le chef n'était-il au courant de rien? Madame, je voudrais d'abord commencer par la dernière question. Et quand je vais oublier la première, n'hésitez pas de me le rappeler. Je vous en prie. En droit congolais, il n'y a pas de mandat criminel. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous donner le mandat d'aller voler. Ça, c'est la première des choses. De deux, madame, lorsqu'on commet une infraction, on est responsable individuellement. Le chef de tête n'était pas au courant que Caméré était en train d'attribuer des marchés à sa belle-sœur. De gré à gré. Hein. Non, à sa belle-sœur. Parce que sur le plan de l'éthique, quand vous lisez les lois de notre pays, les lois reviennent sur l'éthique dans le cabinet et de la moralité. Le chef de l'État n'était pas au courant de ça. Il ne connaît pas le nom de toutes les belles-sœurs de Vital Caméré. Il ne savait pas. Et donc, n'impliquons pas. Et la justice est là, en train de faire son travail. La justice est en train d'établir les responsabilités. Et le chef de l'État, c'est un lion calme, il est assis. Allez-y avec des preuves. Démontrer que lui aussi... Et les lettres, comment on appelle ça? Ampliateurs. Parce que VK, je crois que c'est un animal politique, comme on le dit souvent, le faiseur des rois. Donc, VK a toutes les lettres. Il a dit, quand je faisais ça, eh ben, je rendais compte à mon chef, parce qu'il est le directeur de cabinet, toute action, toute sortie, tout ce qui s'est passé au cabinet, le chef était au courant. Preuve, voilà, les lettres, si je ne sais pas, il y a ampliateur ou quoi. Donc, le chef était au courant. Donc, le chef était au courant de la surfacturation, que les maisons préfabriquées coûtaient par exemple $, et c'était à $15. Le chef de l'État dit oui, mais à $15, il était au courant, qu'il soit capable de prouver ça. Est-ce qu'il est capable de prouver que le chef de l'État était au courant que le marché de gré à gré était donné à ses belles-sœurs? Il doit être capable de le prouver. Est-ce qu'il est capable de prouver que l'argent payé à une entreprise à la Raobank et lui donne l'ordre que cet argent soit remis à un individu ou dans un autre compte? Est-ce qu'il est capable de voir que le chef de l'État lui avait envoyé dans tout ça? Et ça sort du cadre professionnel. Ça sort du cadre légal. Ça sort du cadre administratif de la présidence. Là, quand il est fait, il envoie les gens à la Raobank prendre l'argent, alors que l'argent est payé à une société. Lorsque on paye une société, aujourd'hui, ça doit passer par les transactions bancaires. Lorsqu'il il dit non au DG de la Raobank, non, cet argent-là, donné à Madame Paulette. Ça, c'est la présidence, ça, c'est le chef de l'État est au courant. Il avait informé le chef de l'État préalablement. J'étais très content, M. Massaro avait dit qu'on va éventrer le boa, et tout le monde était d'accord pour que nous puissions voir qu'est-ce qui est dans le dent de ce boa, qu'est-ce que le boa là contient. Mais malheureusement, il est en cavale, on ne sait plus le voir. Donc, mais ici, madame, il n'y a pas de mandat criminel. Le chef de l'État n'était au courant de rien. Sinon, monsieur, pas au courant de l'administration, madame, mais au courant de toutes ces petites malversations. Il y a eu de malversations financières, il y a eu de surfacturation. Le chef de l'État n'était pas au courant.
des attributions de marché de gré à gré à des personnes de la famille. Et quand il y a paiement, au lieu que le paiement aille dans un compte bancaire, Le circuit normal, il y a des circuits parallèles. Et quand on dit, tel monsieur qui est venu prendre l'argent, c'était qui? Non, c'est Vital qui m'avait envoyé. Et donc, vous voulez qu'on dise quoi? Je reviens, je repose la question parce que la toile s'enflamme, beaucoup pas sympathisants, mais beaucoup de gens se plaignent aussi qu'il y a trop d'attaques envers la femme de Vital Kamerhe, Hamida Chatur Kamerhe, qu'on menace ses enfants. Je reviens, c'est par rapport aussi à la question de la femme de Némouana Semi. Est-ce que la Hamida Chatur est-elle aussi co-responsable des actes de son mari? Parce qu'aujourd'hui, on dit Nyon Swana et Afot Hamida. Madame, qu'est-ce qu'Hamida a à voir dans tout ça? Bon, vous savez, Madame Hamida c'est une dame qui a une femme célèbre, dont le parcours est connu par plusieurs Congolais de plusieurs manières. Et moi, je la vois, elle est la femme de M. Vital Kamerhe, et que je ne peux pas opiner sur sa responsabilité que je ne maîtrise pas. Seule la justice établit sa responsabilité. Mais il s'avère dans l'instruction que sa petite sœur était bénéficiaire de plusieurs marchés. De 9 millions de dollars. Et donc, je pense qu'elle aussi était quand même au courant que sa petite sœur avait eu des marchés de plus de 9 millions de dollars. Elle était au courant. Donc, peut-être qu'à ce titre-là, que les Congolais sont mécontents et fâchés. Parce que l'argent n'appartient pas à Hamida, à Kamerhe ou à Tshisekedi. L'argent appartient aux Congolais. Et si les Congolais vous réclament des comptes aujourd'hui, vous devez le donner, vous devez le payer. Mais Madame Hamida, si elle se sent physiquement être attaquée, et là, la justice aujourd'hui, elle est indépendante. La justice fera la part de choses. Qu'elle aille saisir la justice. Mais qu'elle sache que le peuple congolais réclame son argent. Que sa petite sœur a pris prendre et que son mari est en train d'être poursuivi en justice. J'ai lu le tweet d'un certain Michel Moto qui a dit qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Et que d'ici le 11 mai 2020, alors ça sera la catastrophe partout. Alors c'est une question, que je me pose. Si les preuves, la justice démontre point par point, A plus B, que le chef de l'État est impliqué dans tout cela, vous êtes juriste, politique, suspense, qu'est-ce qui va se passer? On va destituer le chef de l'État? Non, madame. Non, c'est une question vraiment de curiosité et beaucoup de gens se posent la question. Si il y a une once de responsabilité du chef de l'État dans toute cette situation, qu'est-ce qui va se passer? On va destituer le chef de l'État? Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, recevra la plainte, il va instruire. Qui peut juger un chef de l'État? C'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Ok. C'est le juge pénal du chef de l'État. Ok. Et donc, si aujourd'hui les chefs de l'État, les faits sont établis, à la limite, réfléchissons par absurdité. Exactement. Et donc, si par absurdité, le chef de l'État est reproché de fait, c'est le procureur près la Cour constitutionnelle qui pourra s'en saisir du dossier ou recevoir la dénonciation et commencer à instruire les dossiers. Et c'est en ce moment-là qu'il pourra saisir le Parlement pour que le Parlement puisse ordonner qu'il puisse, la décision du chef de l'État, pour qu'il puisse poursuivre les chefs de l'État. Donc c'est ça en fait ce qui peut s'avérer. Mais nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. Parce que vous savez, le chef de l'État, quand il est arrivé, il était le seul qui était Maboko Pembe. Il ne peut pas se salir avec ces choses-là. Il ne peut pas se salir de ces choses-là. Il a l'amour de sa population. C'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Il ne peut pas accepter qu'il prenne des millions, madame. Ça se dit en termes de millions. Dans un pays où la population est extrêmement pauvre, vous détournez des millions. Donc, le chef de l'État ne peut pas se retrouver dans ce genre de choses. Une question aussi directe que les gens se posent. Pourquoi jusqu'à maintenant, on ne suspend pas le directeur de cabinet du chef de l'État? Pourquoi on ne le remplace pas carrément dans le cabinet du chef de l'État? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore une autre forme de protection de Vital Kamerhe? Le cabinet du chef de l'État, c'est son cabinet à lui. C'est lui qui apprécie quand est-ce qu'il va les suspendre. Éthiquement, d'une façon d'éthique, il est trempé, il y a des présomptions, comme vous dites, dans le droit. Mais pourquoi vous ne demandez pas aussi à M. Vital de démissionner? C'est aussi l'éthique, c'est ça aussi l'éthique. Donc ne demandez pas au chef de l'État. Vous savez, il ne le fera pas. Vital Kamerhe, c'est notre allié. C'est un compagnon d'armes. On a voulu faire de ce Congo un Congo meilleur. Lui-même a toujours dit qu'un Congo comme le Brésil. Nous avions pensé que nous avions un allié avec qui on pouvait cheminer et rendre au peuple congolais le sourire. Et le chef de l'État a dit qu'il a découvert en Vital Kamerhe un grand homme qui aime la population, qui a un grand cœur qui aime la population. Mais nous sommes surpris. Peut-être que le chef de l'État est encore sous le choc
de voir que c'est quelqu'un sur qui il a quand même eu confiance. Il prend tout son temps. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il se pose des questions aussi, parce qu'il ne connaît rien de ce qui se passe. Il se dit, mais est-ce que c'est vrai, Vital? Est-ce que tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça? Et rassurez-vous, Vital continue à clamer son innocence. Et nous croyons aussi à son innocence. Il continue à dire qu'il est innocent. Est-ce que vous avez vu Vital dire, voilà, je suis coupable? Il n'a pas plaidé coupable que j'ai entendu. Une autre question encore, toujours autour. Parce que, accordez-moi une minute, j'ai un juriste avec moi, je profite de l'occasion. Vital Kamerhe est quand même le directeur de cabinet du chef de l'État. Un poste quand même d'honneur. Hein? Ce n'est pas n'importe qui est chef de cabinet. Pourquoi le mettre à Makala? Pourquoi pas dans une résidence surveillée? Est-ce qu'il allait fuir, Vital Kamerhe? Madame, Vital Kamerhe, la Constitution ici, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Si la loi dit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, et qu'on doit vous mettre en détention, il n'y a pas un endroit aussi meilleur pour vous mettre en détention que la prison de Makala. Vous savez que le général Kayimbi n'a pas été mis en détention en Dolo, il a été mis en résidence surveillée chez lui, on l'a trouvé mort le matin. Vous comprenez? Donc, c'est la loi qui dit. Alors, Vital Kamerhe n'est pas un super citoyen. C'est vrai c'est un grand homme, c'est un homme politique, un homme d'État qui a de postes. Mais devant la loi, Vital Kamerhe est comme vous et moi, il est comme tous les Congolais devant la loi. Je ne veux pas le dénigrer en disant qu'il est comme mon majordome, comme l'a dit le président de l'Assemblée du Sénat, pour dire que non, Vital Kamerhe est comme mon majordome. Non, ça c'est quand même... et si Kamerhe disait aussi qu'il était aussi... 2023, si il arrivait que Vital Kamerhe soit condamné, donc... votre coalition d'abord, comment ça va se passer? Est-ce que la coalition persistera? Et Vital Kamerhe aura-t-il l'opportunité de se présenter pour 2023 s'il est condamné par la justice? Non. Si son casier judiciaire est déjà entaché. Je ne veux pas faire des actions prémonitoires. Je ne veux pas aussi être un prophète. Mais que je sache, lorsque les députés de l'UNC ont été reçus par les chefs de l'État, ils étaient très confiants. Ils ont dit, même ces avocats, je suis vu ce matin, ils ont dit, nous avons confiance à la justice, Vital Kamerhe va démontrer son innocence. Nous essayons d'attendre, si la justice va les blanchir, nous serons convaincus d'avoir eu un partenaire très crédible avec qui nous allons acheminer jusqu'en 2023. Si la justice le blanchit, il redevient directeur de cabinet. Là, je ne sais pas, c'est le chef de l'État de décider, mais moi, ce qui me concerne, si le chef de l'État peut m'écouter, je ne souhaiterais pas que Vital Kamerhe soit le directeur de cabinet chef de l'État. Foner, dossier Foner, un mot. Toujours des millions de dollars, parce que les gens ne connaissaient même pas le Foner. Et aujourd'hui, quand on dit Foner, on voit des millions de dollars. Mais c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable, mais ici, il y a des fleurs que nous devons jeter à la justice. Malgré les millions, malgré la pression de certains même ministres qui s'hasardent même de commencer même à faire, à s'ingérer même dans la gestion, même dans le pouvoir judiciaire, la justice est en train de se battre pour son indépendance. Et ça, nous encourageons. Et ça, nous saluons le chef de l'État, nous disons qu'il doit laisser la justice faire son travail. C'est la seule arme qui lui reste aujourd'hui pour redresser ce pays. Parce que la Bible même dit que c'est la justice qui élève une nation. Si nous avons une très bonne justice, je pense que nous allons vraiment relever ce pays. Parce que c'est ce qui a toujours manqué. Vous avez vu vous-même que les magistrats se sont même déportés. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de ces magistrats? J'estime oui. Pour moi, à mon avis, lorsque vous êtes dans vos droits, vous ne devez pas faire preuve de la lâcheté. C'est le Ponce Pilate, effectivement. Vous êtes là, vous considérez que le monsieur ne peut pas bénéficier de la liberté provisoire, parce qu'on vous fait pression, vous démissionnez. Mais ils peuvent alors prendre quelqu'un d'autre qui est de leur obédience pour accorder la liberté provisoire. Alors, ensemble, vous n'aurez pas aidé la nation. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, la justice, les juges qui peuvent nous entendre, les magistrats qui peuvent nous entendre, qu'ils saisissent cette opportunité. Il n'y en aura pas deux. C'est l'unique opportunité qu'ils ont depuis l'exemple de ce pays pour rendre au peuple congolais la bonne justice. Et la justice, c'est quoi, madame? C'est le rétablissement de l'équilibre rompu. La justice, c'est quoi? C'est l'application de la loi. Qu'ils appliquent la loi aux Congolais pour que tout le monde se sente quand même à l'aise dans ce pays. Et la justice élève une nation. Nous allons donc atterrir, mesdames, messieurs, par le compte rendu du Conseil des ministres et l'atelier du ministre du Tourisme, Yves Bonkolo.
C'est pour une première en RDC, la réunion des conseils des ministres par vidéoconférence. Tous connectés, chacun dans son bureau devant son ordinateur portable. Les membres du gouvernement ont suivi avec attention chaque point abordé par le président de la République. Au cours de cette réunion, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est d'abord félicité de l'octroi par le Fonds monétaire international à la RDC d'un montant de 363 millions de dollars américains, ce en guise d'appui à la balance des paiements. Il a à cette occasion exhorté le gouvernement à poursuivre les efforts pour la conclusion du programme formel avec le FMI et en veillant à une cohérence pour l'atteinte de l'objectif. Abordant le deuxième point, le président de la République a évoqué les conseils économiques et sociaux de ces faits. Il a annoncé la prochaine ordonnance qui portera sur le renouvellement des nouveaux conseillers de la République. S'agissant de la situation sécuritaire en Ituri et au Congo central, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté d'instaurer la paix sur toute l'étendue du pays. Parlant de la prorogation de l'état d'urgence, le chef de l'État a informé aux membres du gouvernement que sa demande a été acceptée par les deux chambres du Parlement. Au regard de l'évolution de la pandémie, Félix Tshisekedi a insisté sur la mobilisation de tous, notamment des chercheurs, pour l'éradication rapide de cette pandémie. Malgré les confinements, Yves Bunkoulou travaille d'arrache-pied pour faire de son ministère un secteur clé du développement RDC. Il sera question pour ces experts privés et publics du secteur touristique au cours de ces assises de réfléchir pendant quelques jours afin de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau plan directeur intégré. Plusieurs points touchant les différentes réformes à intégrer dans un document qui servira de moteur pour toutes les activités liées à la nouvelle politique nationale touristique seront également abordées. Le ministre du Tourisme, Yves Bunkoulou, attend voir des innovations en intégrant les objectifs du développement durable en vue de lutter contre la pauvreté. Il nous faut apporter les innovations en intégrant les objectifs de développement durable conformément à l'agenda 2030, se référant sur la loi cadre portant principes fondamentaux sur le tourisme de 2018, sur le programme d'urgence présidentiel de lutte contre la pauvreté. À noter que la semaine dernière, le ministre du Tourisme avait mis en place une commission d'élaboration des textes réglementaires visant l'application de la loi cadre sur les tourismes. Ce, pour répondre aux exigences légales de la loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme. Roby Kayenga, nous sommes en train d'atterrir. Le tourisme aujourd'hui, avec le Covid-19, a pris un sacré coup. Et dernièrement, nous avons suivi avec un cœur plein de tristesse à la mort de certains rangers dans le parc de Virunga. Alors, pour vous, comment doit-on se relever après le Covid? Parce que le Covid-19 a mis à nu beaucoup de nos secteurs, hein, dans le secteur sanitaire, le tourisme. Donc, on a vu vraiment aujourd'hui que l'homme est assez... comment on dit, pas petit, mais l'homme est fragile aussi face à certains virus. Comment on doit s'y prendre aujourd'hui, après l'après-virus? Comment ça va se passer? Comment ça doit se passer? Je pense à notre capacité à pouvoir nous relever, parce que nous l'avons démontré dans plusieurs cas, Ebola et même les guerres qui ont rongé ce pays, on a une capacité de se relever. Mais la question mérite une étude approfondie, madame. Une étude approfondie et transversale. Donc on doit prendre des opérateurs économiques, on doit prendre tous les acteurs de secteurs clés, les mettre dans un endroit où ils doivent réfléchir sur ce que nous devons faire après parce que la situation est chaotique là où nous allons. D'abord, nous avons une économie très faible qui vient encore, parce que vous savez, madame, notre économie est tellement extravertie que nous importons tout de l'étranger, de l'extérieur. Même les téléphones, même les micros, ça vient de la Chine. Et si ces micros tombaient en panne aujourd'hui, comment on va encore acheter d'autres micros et les ramener ici? Donc c'est tout ça le problème. Il faut vraiment qu'il y ait une étude très approfondie. Et moi, je prie les bons dieux pour que cette situation, au-delà des prévisions du docteur Mouyembe, moi je souhaite qu'au mois de mai, madame, est-ce que vous savez que nous qui avons l'amour de chiens, parce que moi j'aime beaucoup les chiens, vous savez que le coronavirus existait même chez les chiens. Tous les médecins vétérinaires ont étudié le coronavirus. Pourquoi on ne les associe pas dans la riposte? Parce qu'ils savent maîtriser ce corona chez les chiens.
ils ont étudié ça parce que le coronavirus existe chez les animaux. Ils l'ont étudié chez les animaux. Mais seulement, chez les animaux, le virus développe un spore plus efficace. De telle sorte que, en fait, les cellules des animaux sont un peu efficaces que les cellules de l'homme. C'est comme ça que quand il vient, il ne sait pas pénétrer immédiatement, et quand il y a un vaccin, il les tue. Mais chez l'homme, nous avons des cellules qui sont trop fragiles, et dès que le virus vient, il pénètre directement, il entre pour détruire les cellules. Et donc, on peut associer les vétérinaires, on ne peut pas aussi les mettre de côté, parce qu'ils ont déjà étudié. Et par rapport un mot, nous sommes, ça c'est mon fils qui étudie, qui est en 4e électronique, le retour de l'école. Il y aura année blanche ou quoi? Parce qu'on n'entend même pas le gouvernement parler de retour des bleus blancs. Hein. Je pense que quand on parle de l'école, nous avons quand même notre parti il travaille. Et donc, ici, en date du 16 mars, quand on a suspendu les écoles, on était à la dernière semaine pour les enfants de l'école primaire pour passer les examens hors série et une semaine pour passer les examens de série. Et donc, on doit seulement prendre l'année scolaire, voir le nombre de jours qui nous restent et ajouter à ces jours-là et repousser, aller jusqu'au pendant la période de vacances. Donc par exemple, oui, dès que au mois de mai, on constate qu'il y a une évolution par rapport à la situation de la pandémie, on peut reprendre en faisant les examens hors session, en faisant la session normale pour les enfants de l'école primaire et commencer le cours, aller jusqu'au-delà du mois de juillet et réduire le temps de vacances et on peut rattraper l'année. Donc il y aura pas année blanche. En fait, je ne veux pas le dire, c'est pas moi, mais je pense que si la situation est maîtrisée pendant ce mois de mai, et quand on regarde le calendrier scolaire, les jours restants, on peut encore récupérer. On peut encore récupérer cette année. Donc, et je pense que le ministre Willy Bakonga a dit qu'il y aura une réunion qui pourra se tenir pour évaluer. Surtout pour ceux de 6e qui doivent présenter les examens d'État, ils sont vraiment et surtout que la pandémie ne vise que 5 provinces. Les autres provinces n'ont pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de laisser les autres provinces aller à l'école? Est-ce qu'avec ce que nous apprenons aussi que les enfants de 0 à 16 ans sont immunisés, est-ce qu'on ne peut pas laisser ces enfants aller à l'école? Je pense que beaucoup de questions qui doivent se résoudre au niveau d'une réunion transversale, interministère ou avec le secrétariat de la riposte. Merci Roby Kayenga, porte-parole du parti Autre Vision du Congo, parti cher à Didier, c'est ça? Didier Boudimbu. Il est vice-ministre. Vice-ministre à l'enseignement, à l'EPSP, c'est ça. Hein, exact. Que j'avais reçu d'ailleurs avant qu'il ne soit nommé ministre. Bon, depuis qu'il est vice-ministre, il n'est jamais repassé à mon émission, mais l'appel est lancé. Il faut toujours passer parce que nous avons un dossier vraiment très sensible qui est la rentrée scolaire. J'espère que vous allez faire passer le message. Madame, le message est arrivé. Le plateau de Congo Web est ouvert. Vous êtes aujourd'hui vice-ministre. Repassez à Congo Web Télévision, ça nous fera honneur aussi. Parce que là, je vous avais reçu avant que vous ne soyez vice-ministre. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Roby Kayenga d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux et à tous les téléspectateurs. On se retrouvera avec le même plaisir dimanche prochain, Inch'Allah.